l'heure de l'information. Au programme ce soir, un nouveau nonce apostolique accrédité au Togo, Monseigneur Marc Gérard Milès, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé. Rentrée parlementaire 2022 délocalisée à Kara, elle se tient demain, 1er mars. En prélude à cette session, les députés ont pris part ce matin à Radio Kara à une émission spéciale. On va y revenir dans un instant. Et puis, demain, 1er mars, également sera célébrée la Journée mondiale de la protection civile. Au Togo, le ministre Yak Damham appelle à plus d'action et d'attention sur la question. L'essentiel de son message à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le nonce apostolique au Togo, Monseigneur Marc Gérard Milès, a présenté ce lundi ses lettres de créance au chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Le pape François l'avait nommé à ce poste en mars 2021. L'ambassadeur du Vatican couvre également le Bénin, où il a sa résidence. Isaka Aruna, commentaire sur image Ulrich Amega. Le Togo et le Saint-Siège entretiennent d'excellentes relations de coopération. Celles-ci se sont traduites au fil du temps par l'accréditation régulière de nonces apostoliques près le Togo. Au centre des échanges avec le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, à l'occasion de la présentation de ces lettres de créance, les liens de coopération entre le Saint-Siège et le Togo, liens que le nouvel ambassadeur entend œuvrer à renforcer davantage. C'est une occasion de parler de la bonne relation qu'il y a entre le Saint-Siège et la République togolaise. Et aussi, c'était une bonne occasion de parler de comment entrer la paix du monde, la sécurité, le développement. Et aussi, c'était une occasion de parler de la contribution de l'Église au Togo dans tout le secteur. Donc, à peine arrivé, je voudrais profiter des occasions pour entendre la situation, les circonstances et de trouver les espaces, les opportunités pour faire plus profonde les bonnes relations entre le Saint-Siège et la République togolaise. Avant sa nomination comme nonce apostolique près du Togo et du Bénin, Marc Gérard Milès était jusqu'en 2020 observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Organisation des États américains. Il est diplômé en droit canonique et ordonné prêtre le 14 février 1996. Il parle couramment l'anglais, l'italien, l'espagnol et le français. Le nouveau nonce apostolique a pour résidence Accra, au Ghana. Pour votre gouverne, le recensement des infrastructures sociales et économiques a démarré ce matin pour le compte du district autonome du Grand Lomé. Ceci jusqu'au 31 mars 2022. Ce projet va permettre au Grand Lomé de disposer de données fiables actualisées qui vont aider à planifier le développement local. Les détails avec Clarisse Atticlé. Plus de 600 collecteurs bientôt déployés dans les 13 communes du Grand Lomé. Le projet de recensement des infrastructures sociales et économiques prises l'a prévu. Après les 5 régions économiques du pays, c'est au tour du district autonome du Grand Lomé d'accueillir le projet prise. Le projet consiste à mettre en place, en termes de finalité, un géoportail qui est un outil d'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire, en matière de planification du développement local, en matière d'élaboration des politiques publiques économiques et de lutte contre la pauvreté. À travers ce projet, le gouvernement togolais entend également contribuer à la mise en œuvre des recommandations de l'UEMOA
en matière de l'aménagement du territoire communautaire de l'UEMOA. 150 infrastructures, entre autres écoles, centres de santé, marchés, lieux de culte, infrastructures de télécommunications et postes seront recensées. La collecte des données sera assurée par le cabinet Mitio Motsu, sous la coordination du ministère délégué chargé du développement du territoire. Avant de déployer de nouvelles infrastructures, il est de bon ton qu'on ait une idée sur comment est-ce que les infrastructures existantes sont déployées, de façon à ne pas accentuer le déséquilibre en allant implanter les infrastructures là où ça existe déjà, mais plutôt implanter de façon à ce que les nouvelles infrastructures puissent contribuer à la réduction de la pauvreté. Nous sommes actuellement à la phase de recensement. Une fois que cette phase aura été bouclée, nous allons passer à la phase de la mise en place de la solution informatique, c'est-à-dire la mise en place du géoportail. La mise en œuvre du PRISE permet aux collectivités d'avoir une idée des potentialités dont regorge leur commune et d'en tenir compte dans l'élaboration de leur plan de développement communal. Retenez aussi que la CEDEAO et la FAO conjuguent leurs efforts pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. L'autre point essentiel est de capitaliser sur les bonnes pratiques afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus touchées par les effets du Covid-19. Antoinette Omao-Vovor nous en dit plus. C'est un engagement commun de la CEDEAO et de la FAO. Mettre en place des actions pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, un domaine touché par la pandémie du Covid-19. Nous avons eu avec la FAO un accord avec la CEDEAO pour délivrer une assistance technique qui a analysé pendant plus d'un an donc ces effets en associant très étroitement tous les pays. C'est donc les résultats, si on peut le dire, de cette trouvaille que nous voulons analyser ici, capitaliser, valoriser et surtout mettre en relief ce que nous considérons comme les bonnes pratiques en matière de mesures, de politiques qui ont été prises par les États et qui ont commencé à produire des effets positifs sur le terrain pour aider les populations à être plus résilients donc, à cette pandémie-là. La protection sociale, le soutien à la production et la redynamisation de l'appareil productif préoccupent les gouvernements et les États de la communauté ouest-africaine. À Lomé, ils vont identifier les bonnes pratiques induites par le Covid-19. La FAO a voulu renforcer les capacités de la CEDEAO dans la coordination de la réponse, en mettant l'accent sur le suivi des mesures prises par les États, mais également en mettant un accent particulier sur le suivi de l'impact de la crise sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations qui étaient déjà en 2020 très affaiblis, très touchés par l'insécurité alimentaire, puisqu'on comptait plus de 17 millions de personnes qui étaient en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les résultats issus de ces travaux seront partagés avec les différents pays de l'espace communautaire pour une lutte collective au profit des populations. À propos justement de la pandémie de Covid-19, voici à ce jour, lundi 28 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 806, 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 410. Le nombre de cas actifs est de 124 et le nombre de décès est de 272. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Tout autre sujet, la finance islamique dans le monde avec 2700 milliards de dollars en 2021. Une importante ressource financière qui constitue une alternative pour le financement de l'économie des pays de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Alors, quels secteurs sont concernés? Voyons cela dans ce dossier que nous propose Tchazinam Baga. Les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine se sont dotés de plans nationaux de développement. Il s'agit d'ambitieux programmes quinquennaux orientés émergence économique et prospérité partagée. Cette volonté affichée de progrès socio-économique nécessite d'importantes ressources financières.
Les capitaux islamiques se présentent comme une opportunité au développement des pays de l'Union. Il y a d'importants capitaux disponibles pour la finance islamique. On parle de 2700 milliards de dollars. Quand je prends l'ensemble des budgets des États de l'UEMOA, je suis entre 25 000 et 30 000 milliards de francs CFA, ce qui m'amène à des proportions de 600 millions de dollars environ. Donc ça veut dire que nos budgets même ne représentent rien par rapport au montant de capitaux qui circulent par rapport à la finance islamique. Donc l'objectif pour nous, c'est de tout faire déjà pour créer de l'épargne locale disponible pour la finance islamique, mais c'est aussi de capter une proportion de ce qui existe au niveau international. Les capitaux sont donc disponibles, mais soumis à certaines conditionnalités, conformément à la loi islamique qui prohibe l'alcool, le tabac, l'industrie de jeu. Les autres pans de l'économie peuvent être financés. C'est de la finance qui peut offrir des moyens importants pour financer notre bien-être. Donc, ça peut financer l'immobilier, ça peut financer l'habitat, ça peut financer les infrastructures. Et c'est de ça qu'on a besoin, ça peut financer les infrastructures de santé. Aujourd'hui, on est dans un contexte de Covid, on peut utiliser cette finance-là, on peut lever des capitaux importants pour financer ça. Et quand vous prenez par exemple l'UEMOA, et les secteurs qu'on vise en général, c'est les secteurs liés à l'eau, c'est des secteurs liés à l'électricité, c'est les secteurs liés aux infrastructures économiques et sociales telles que les ponts, les routes, les aéroports et tout ça. Donc aujourd'hui, on peut prendre des projets spécifiques, des projets qui ont une forte connotation capitalistique. Et par rapport à ces projets, on dit, bon, on veut faire ça avec de la finance islamique. On va dire, bon, le Togo veut désormais faire 50 ponts au cours des 5 prochaines années, mais on va le faire avec la finance islamique. Et donc, on va faire la structuration nécessaire et on va pouvoir faire des transactions de démonstration. Disponibilité des capitaux, conditionnalité, mais aussi avantages. La finance islamique est moins coûteuse avec des taux d'intérêt très bas. Dans l'esprit de la finance islamique, c'est un partage d'opportunités et de risques. Ce n'est pas vu comme un investissement qui génère simplement un intérêt. Je suis investisseur, je prends un intérêt, j'attends, mais je participe vraiment au développement de mon pays et je participe aux risques et aux opportunités. Et donc c'est vraiment ça l'enjeu. Si on arrive à éduquer suffisamment les populations, si on arrive à former les acteurs, je pense que ça peut nous permettre d'avancer et ça peut inspirer également des comportements plus éthiques aussi dans la finance classique et conventionnelle. Les capitaux islamiques constituent donc une véritable alternative pour le financement du développement des pays de l'Union monétaire ouest-africaine qui compte une population estimée à environ 120 millions d'habitants. Le Togo accueille la phase pilote du projet Déclic. Formez-vous au métier du numérique. Une idée de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, pour aider les jeunes à acquérir des compétences digitales en management et en entrepreneuriat. Ramdan Bassina. Comment tirer profit de la transformation digitale pour contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes? L'Organisation internationale de la francophonie propose de soutenir les initiatives de formation au métier du numérique adaptées aux besoins actuels du marché de l'emploi, l'initiation et la formation de base au numérique à tous. Son projet Déclic, formez-vous au métier du numérique est lancé au Togo. L'OIF a fait une étude sur l'état actuel numérique des pays. Et le Togo fait partie des 6 pays de cette étude. Donc on a vraiment fait une formation sur mesure pour les pays. Et vu la volonté du gouvernement togolais pour le développement, surtout numérique, et vu aussi la capacité des jeunes togolaises aussi,
et aussi des acteurs dans la formation togolais. On a choisi Togo comme un des 10 pays de la francophonie pour le projet pilote. La phase pilote verra la participation de près d'une centaine de jeunes Togolais. 7 mois de formation pour acquérir des compétences digitales, le management de projets et l'accompagnement vers l'entrepreneuriat. Le campus Energy Generation met à disposition son cadre. Nous pensons sincèrement que la jeunesse africaine et togolaise en particulier a les outils nécessaires pour pouvoir transformer l'Afrique et travailler à construire l'Afrique de demain. Et nous avons identifié l'énergie, la santé et l'agribusiness comme étant les 3 secteurs clés du développement, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose sans énergie, mais en même temps, l'énergie n'a de sens qu'au regard de ses usages. Donc, on a souhaité vraiment pouvoir accompagner les jeunes dans la mise en place de projets de santé et d'agribusiness qui intègrent la composante énergétique. Pour cette première étape, 1300 jeunes seront formés dans une vingtaine de cursus dans 10 pays francophones. Lomé abrite la réunion régionale de leadership des pays bureaux UNFPA de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'ensemble des acteurs vont examiner un nouveau plan stratégique. Les travaux de cette rencontre de haut niveau ont été ouverts cet après-midi par le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe. Christine Petcheki-Aloudé. Lutte contre la discrimination faite aux femmes, élimination des décès maternels, accès au planning familial, 3 objectifs à atteindre à tout prix par l'UNFPA sur la période 2022-2025. Une ambition traduite dans le nouveau plan stratégique de l'organisation. Responsables régionaux et bureaux pays s'approprient le nouveau plan stratégique sur 3 jours. Nous avons la grande ambition d'éliminer tous les décès maternels qu'on peut éviter, de s'assurer qu'il n'y ait plus de violence à l'encontre des filles, ni de pratiques néfastes. Les femmes qui veulent les moyens de contraception, qu'elles puissent l'obtenir. Le Togo est un modèle exceptionnel où on voit le leadership féminin éclater de manière fort brillante à tous les niveaux. C'est le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe qui a ouvert les travaux. Pour le chef du gouvernement, la fracture sociale est source de malaise. Le Togo l'a bien compris et a focalisé sa feuille de route sur l'inclusion. Les avancées réalisées sont partagées. L'accélération de l'autonomisation économique des femmes à travers différents mécanismes d'inclusion financière, je peux dire, fait de notre pays un des pays au plus fort taux de croissance en matière de taux de bancarisation globale de la zone UEMOA. Nous avons également un autre programme de gratuité des soins pour les femmes enceintes, le programme WEZU, qui a été mis en place et qui touche déjà des dizaines de milliers de femmes. Ceci pour permettre de renforcer la prévention et créer les conditions d'un déroulement serein de la grossesse. Mais de manière générale, le gouvernement a entrepris avec détermination de créer toutes les conditions favorables pour l'effectivité de l'assurance maladie universelle dans notre pays. Et nous espérons qu'elle sera vraiment opérationnelle à partir de cette année 2022. Quant au leadership féminin, le Togo se distingue d'année en année. S'agissant de la représentativité des femmes dans les instances de décision, la politique volontariste du chef de l'État a permis au Togo d'avoir aujourd'hui, pour la première fois dans son histoire, une femme Premier ministre, une femme présidente de l'Assemblée nationale et plusieurs femmes occupant d'importants portefeuilles ministériels stratégiques, l'armée, les travaux publics, l'énergie, l'économie numérique, etc. À travers nos politiques, nous établissons un lien étroit entre la santé de la reproduction, l'éducation, le pouvoir économique des femmes et la représentativité des femmes dans les instances de décision. Attendu de cette rencontre des idées novatrices qui prennent réellement en compte le bien-être des populations. La rentrée parlementaire 2022 au Togo, c'est demain, 1er mars, je vous l'annonçais en titre. Elle se tient cette année à Kara. Les députés ont participé à une émission spéciale à Radio Kara ce matin en prélude à cette session. Moment propice pour eux de mieux se faire connaître des populations de l'intérieur du pays. Reportage Marie-Ange Bida, notre envoyée spéciale à Kara.
À l'autre bout du fil, des questions. Ils sont à l'écoute, allez-y. Oui, j'ai une question concernant l'état de notre route. Depuis la sortie nord de Bafilo jusqu'à arriver à Yamoussoukou. En studio, des réponses. J'apprécie qu'il relève ce problème. Nous serons sa bouche, ses yeux au niveau de l'hémicycle. On va relever. Émission spéciale interactive entre députés et population à Kara. Prérogatives et composition de l'Assemblée nationale, rôle des députés, tout est discuté. Au cours de cette émission, nous avons eu à expliquer mieux aux populations l'organisation de l'Assemblée nationale, ses missions, et puis le travail du député. Lorsqu'un texte arrive à l'Assemblée nationale, quelles sont les étapes avant son adoption. Donc, ça permet vraiment aux citoyens de mieux comprendre comment nous travaillons et de savoir que le député, lorsqu'il est élu pour tous les Togolais, fidèle donc à sa politique de proximité avec les citoyens. La présidente de l'Assemblée nationale a fait ce choix de délocaliser cette occasion solennelle qui est très importante, qui marque vraiment le début de nos activités pour cette session à Kara. Ce 1er mars s'ouvre la première session ordinaire de l'année 2022. Ce, conformément aux dispositions de l'article 55 alinéa 2 de la Constitution. Cette année, elle se tient à Kara pour marquer la proximité des députés à leur population. À l'étranger, en bref, au Burkina Faso se tiennent les assises nationales sur la transition, une rencontre au cours de laquelle seront débattues les propositions de la commission technique mise en place par la junte pour réfléchir sur la charte et l'agenda de la transition. La guerre en Ukraine et la détresse d'étudiants africains livrés à eux-mêmes, ils vivent au rythme des Ukrainiens sans nouvelles de leurs ambassades. Ils sont isolés sans plan d'évacuation ni numéro d'urgence à contacter. Un embouteillage sans fin, des kilomètres de bouchons. Une fuite est perdue pour quitter à tout prix l'Ukraine. Nous sommes dans la région de Pissok, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Il y a ceux qui ont la chance de voyager en voiture et ceux qui marchent, une valise à la main. Une marche de 4 heures, 10 heures ou bien plus pour certains. Parmi eux, des milliers d'Africains, dont de nombreux étudiants expatriés qui cherchent à rentrer chez eux. Mais arrivés au poste frontière, ils sont bloqués. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des étrangers. Voilà, nous sommes des Africains. On est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière. C'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Selon de nombreux témoignages, comme celui de Siméon, la priorité de passage est donnée aux Ukrainiens. Les étrangers sont sommés d'attendre et passeraient au compte-gouttes. Alors ils campent, avec des températures en dessous de 0 la nuit. Une situation intenable. Sur ces images postées sur les réseaux sociaux, un groupe finit par protester vigoureusement, jusqu'à obtenir enfin gain de cause. Au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, de nombreux ressortissants des États africains, bloqués à Kiev, à Kharkiv ou aux frontières, lancent un appel à leur gouvernement pour organiser au plus vite leur évacuation et leur rapatriement en collaboration avec les pays voisins de l'Ukraine. Plusieurs États comme Israël conseillent désormais à leurs ressortissants de se diriger vers les frontières d'autres pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie ou la Moldavie. La guerre en Ukraine inquiète également leurs ressortissants vivant au Togo. 2 Ukrainiens ont accepté de nous livrer leurs impressions sur la situation dans leur pays. Leurs propos sont recueillis par Dodo Ouaré. Instant de prière pour son pays. L'Ukraine, à des milliers de kilomètres du Togo. Bouleversée sous le choc, cette Ukrainienne encaisse difficilement les nouvelles inquiétantes qui font la une des médias du monde. 3 fois déjà qu'elle a contacté aujourd'hui ses proches. Il y a la peur pour mes proches. J'ai ma famille là-bas, j'ai ma mère, mon frère
et plusieurs amis avec qui j'ai fait les études universitaires et avec qui je suis en contact en permanence. Je suis déboussolée. Une autre expatriée, inconsolable, elle aussi désemparée face à deux nations sœurs qui se déchirent. Ça ne peut pas se répéter encore une fois. Ça ne peut pas aller dans ce sens encore une fois. Cette catastrophe, la douleur que tout le monde a vue déjà, se répète encore sur la terre ukrainienne. Donc c'était le choc, c'était beaucoup de peine. Il y a déjà plus de 5000 qui ont trouvé la mort sur la terre ukrainienne. Elles ont essayé de retenir les larmes, mais impossible. Toutes deux impuissantes face à cette guerre qu'elles redoutaient. Les deux Ukrainiennes sont préoccupées par le sort de leur famille. Les mamans, les femmes, les sœurs, les épouses, les filles, on ne veut pas qu'ils soient morts sur nos terres. On ne veut pas non plus qu'on tue nos frères. On ne veut pas qu'on tue nos enfants non plus. Nous prenons la paix. C'est la paix qu'on veut. Hier, on était 5. On était 2 femmes russes et 2 femmes ukrainiennes et une Bélorusse. Et ensemble, on a prié pour la paix. Cette situation politique ne va jamais nous séparer. On va rester toujours amis, on va rester unis et on va prier ensemble pour la paix. Aujourd'hui, c'est les gens simples qui en souffrent. C'est les jeunes qui meurent en défendant leur pays. C'est leurs mères qui pleurent. Je ferai un appel à tout le monde entier de se lever et appeler à la paix. La paix, mais elles s'en remettent aussi à Dieu en suivant avec intérêt la situation dans leur pays. La suite de ce journal avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la nuit du 27 au 28 février 2022, une patrouille de la gendarmerie nationale a neutralisé 2 individus non encore identifiés alors qu'ils tentaient de cambrioler un domicile-ci à Tiégou-Soupanou, préfecture du Golfe. En effet, aux environs de 2 heures, 2 individus se sont introduits par effraction dans une maison d'habitation qu'ils ont tenté de cambrioler. Réveillés par un faisceau lumineux provenant d'une lampe torche et le bruit des 2 individus, le propriétaire des lieux, après s'être barricadé avec sa famille dans sa chambre, a alerté la gendarmerie nationale en lui donnant la géolocalisation de son domicile. Dépêchée sur les lieux, la patrouille a réussi à neutraliser les 2 malfrats après échange de feu. Au total, un pistolet de fabrication artisanale, des cartouches de 12 mm, un burin, un tournevis, une paire de ciseaux, une lampe torche et autres objets contondants ont été retrouvés sur eux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile salue le courage et la réaction de ce concitoyen et félicite en outre les éléments de la gendarmerie nationale pour leur promptitude. Il invite par ailleurs l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à renforcer davantage la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Fait à Lomé le 28 février 2022, général de brigade Damham Yark. C'est demain, 1er mars, la journée mondiale de la protection civile. Le Togo, sans doute, est un bon élève en la matière. Cette édition veut davantage impliquer les volontaires dans la gestion des catastrophes naturelles aux côtés des communautés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Damham Yark, appelle à plus d'action et d'attention sur la question. L'essentiel de son message de circonstance avec Ulrich Amega. Des populations victimes d'inondations et des sinistres de tout genre, le monde entier en connaît de plus en plus. Elles sont souvent assistées par des volontaires, premiers acteurs de secours,
impliqués davantage dans la prévention des causes sous-jacentes des déplacements des personnes. Ils apportent ainsi leur appui au gouvernement dans la prévention et la gestion des catastrophes. Le thème retenu cette année est, je cite, « Protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise. Rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. » Fin de citation. Il est important de développer et de promouvoir une participation accrue des volontaires dans toutes les différentes phases du cycle de gestion des catastrophes et de capitaliser leur potentiel afin d'avoir des communautés plus résilientes pour le développement durable de notre pays. Ce thème est aussi un appel au renforcement des législations nationales en faveur du développement du volontariat dans la protection civile. Au Togo, plusieurs actions ont été menées en faveur des déplacés internes et des réfugiés. Au titre de ces actions, notre pays a ratifié les différentes conventions relatives à la protection des réfugiés et s'est doté d'une loi numéro 2016-021 du 24 août 2016 portant statut de réfugié au Togo et d'une commission de recours. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Faure Essoe-Zimna Gnassingbé, président de la République, pour son dévouement sans faille à la cause de la population, de la protection civile et surtout en matière de résilience de nos populations. En pleine crise pandémique du Covid-19, les volontaires n'ont pas non plus lésiné sur les moyens. Des actions en faveur des communautés ont été menées. Aujourd'hui, le défi est de constituer des équipes efficaces et opérationnelles de volontaires de la protection civile afin de renforcer la résilience des populations. Ces volontaires constitueront une ressource précieuse dans le cadre de la gestion des populations déplacées en cas de catastrophes naturelles et ou anthropiques. Cela engage non seulement les pouvoirs publics à tous les niveaux, national, régional, local, mais aussi et surtout la société civile, les opérateurs économiques, les élus locaux, les leaders d'opinion, à mettre en synergie les différentes actions qui y concourent. Plus d'ardeur et de détermination pour affronter les situations d'urgence présentes ou à venir. Préserver ou sauver des vies, des biens et de l'environnement, une affaire de tous. Et ce communiqué pour terminer, dans le cadre du soutien que le gouvernement togolais apporte aux producteurs agricoles en général et à ceux de la filière risicole en particulier, dans la valorisation de leur production, la Direction générale de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, porte à la connaissance de tous les producteurs qu'une campagne spéciale d'achat de riz PADI est lancée à compter du 25 février 2022 sur l'ensemble du territoire national. Cette campagne d'achat vise essentiellement à renforcer le stock national de sécurité en vue de mieux faire face à toute éventuelle crise alimentaire. Le prix d'achat du kilogramme de riz PADI est fixé à 160 francs, soit 16 000 francs le sac de 100 kg. À cet effet, la Direction générale de l'ANSAT invite tous les producteurs de riz PADI à communiquer leurs offres de vente aux directeurs régionaux de l'ANSAT DR ANSAT de leur région d'attache pour les dispositions idoines à prendre pour les achats. Par ailleurs, la Direction générale de l'ANSAT rappelle aux producteurs que les achats des produits suivants: maïs, sorgho, mil, riz blanc, hier 841 et haricots ou niébé blanc pour le renforcement du stock national de sécurité se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national au prix ci-après. Maïs, 180 francs le kilogramme, soit 18 000 francs le sac de 100 kg. Sorgho, 1220 francs le kilogramme, soit 22 000 francs le sac de 100 kg. Riz blanc, hier 841, 380 francs le kilogramme, soit 38 000 francs le sac de 100 kg. Haricots ou niébé blanc, 500 francs le kilogramme, soit 50 000 francs le sac de 100 kg. Et c'est signé la Direction générale, colonel Urokura Agadazi.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée.